Où va la République démocratique du Congo avec l'inflation généralisée? Vous connaissez très bien l'impact ou les conséquences de la dépréciation de la monnaie nationale, les francs congolais, au profit du dollar américain. Le salaire des fonctionnaires de l'État s'est totalement dégradé. Le pouvoir d'achat de la population congolaise ou de fonctionnaires de l'État connaît une sorte de chute libre. Comment y remédier à cette situation? Et est-ce que l'État congolais s'y met pour trouver des solutions à cette problématique qui me semble l'une des problématiques les plus importantes du pays? Mais apparemment, les politiques publiques jusqu'ici engagées par l'État congolais ne semblent pas produire leurs fruits. Le dollar continue toujours à son course, à prendre de l'avantage sur le franc congolais. Un dollar américain aujourd'hui se négocierait entre 2700 à 2800 francs congolais. Entre-temps, on n'a pas adapté le salaire des fonctionnaires, des enseignants, des médecins, de toutes catégories confondues de fonctions de l'État. Leurs salaires ne sont pas adaptés à l'évolution du dollar américain. Je suivais il y a quelques jours les actus au niveau du Zimbabwe, où cette république a quasiment procédé au remplacement ou au changement de la monnaie parce que ayant perdu totalement le contrôle du dollar zimbabwéen. C'est l'une des solutions. En économie, je ne suis pas expert, mais je sais que c'est l'une des solutions lorsque l'État ou la Banque centrale ou ceux qui s'occupent des finances publiques n'arrivent plus à maîtriser la dépréciation de la monnaie dans le marché. Est-ce que le Congo va un jour changer encore sa monnaie? Est-ce qu'un jour nous allons finalement revenir sur les anciens taux, par exemple, $1 à 1000 francs congolais ou à moins de 1000 francs congolais? Est-ce qu'il y a espoir? Bon, nous allons nous interroger avec notre invité sur cette question. Situation sécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Et si on fermait les frontières de la partie Est ou cette partie qui nous sépare avec l'Ouganda et le Rwanda, qu'adviendrait-il l'économie de cette partie du pays? Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement congolais tarde ou ne veut pas quasiment procéder au durcissement de ton, c'est-à-dire à la fermeture de frontières avec l'Ouganda et le Rwanda? Un économiste est venu répondre à toutes ces questions parce que souvent on a tendance à analyser que des questions sécuritaires et la politique, tout ça, mais peut-être qu'il y a des données économiques qui font que le gouvernement congolais ne veut pas aller dans cette mesure qui risque de lui être très défavorable et qui risque d'asphyxier les populations de l'Est. Mais est-ce que la sécurité des compatriotes, la défense de l'intégrité nationale du pays ont un prix à payer? Tout ça, nous le verrons dans cette émission. Mais écoutez, la jeunesse au Sénégal est en train d'épater. Mais au Congo, ce sont les vieux qui détiennent, toujours les mêmes qui viennent. Sous Mobutu, les mêmes. Sous Laurent Désiré Kabila, les mêmes. Sous Joseph Kabila Kabange, les mêmes. Sous Félix et Antoine et Tshisekedi Tshilombo, toujours les mêmes. À quand les jeunes prendront les revanches sur les vieux? Je ne suis pas en train de préparer une rébellion contre nos aînés, mais plutôt une révolution mentale. Il y a un auteur qui disait il faut que la vieillesse s'en aille et que la jeunesse vienne. Je ne sais pas si j'ai repris fidèlement l'expression de cet auteur, mais il faudrait qu'un jour nous pensions au vrai renouvellement de la classe politique en République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est la jeunesse qui avait commencé à diriger ce pays en 60. Je le disais il y a quelques jours que Ousmane Sonko n'est pas le tout premier jeune à avoir fabriqué un président de la République. Lumumba l'avait fait à l'époque en 60 parce que c'est lui qui avait gagné les élections en 60 et que le président de l'époque devrait être voté par un scrutin indirect.
alors que c'est Lumumba qui avait la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, en toute responsabilité, Patrice Emery Lumumba a instruit sa propre majorité de faire de Kasavubu président de la République au nom de la cohésion nationale. Vous vous rappelez aussi, à l'époque de la table ronde, Kasavubu et les pères de l'indépendance avaient demandé la suspension des travaux, des négociations pour l'indépendance à Bruxelles, tout simplement parce que Lumumba n'était pas là. Donc, vous voyez que le Sénégal n'a fait que voler notre expérience. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes l'ombre de nous-mêmes. Voilà. Voilà les quelques sujets d'actualité avec notre invité. C'est un tout nouveau venu sur ce plateau. Il s'agit du professeur Hervé Mouniama Bakomba. Bonjour. Bonjour, monsieur Lokala. Merci pour l'opportunité. Comment allez-vous? Super bien. J'ai retrouvé ma famille après 10 mois de séparation. Je suis allé dans la province du Haut-Tolé où je suis professeur permanent. Donc, c'est là où je travaille. Très bien. Voilà. Je rappelle que vous êtes professeur d'université. Vous êtes monsieur Hervé Mouniama Bakambo. Il est professeur d'université. Il est l'initiateur du parti politique Intelligence Congo Plus. C'est un parti politique en gestation. Il est docteur en sciences et de gestion, spécialité finance, audit et contrôle. Il est expert comptable, entrepreneur, directeur général de MH26 Tiger DRC. Voilà. Voilà ce que vous êtes. Tout à fait. Acteur politique, désormais. Je le suis depuis, seulement que mes études doctorales m'avaient éloigné de la scène politique congolaise parce que je devais aller faire ma thèse de doctorat au Maroc. Et c'est depuis 2021 que je suis rentré au pays pour servir mon pays et j'étais dans ma phase d'observation. Je pense que le moment est venu, mais j'ai voulu revenir avec un autre concept politique. Donc, poussez un peu votre micro vers droite, voilà. droite, la main droite. Ok, très bien. Donc, en rentrant au pays, je voulais revenir sur la scène politique avec un autre concept. Donc, c'est pour ça. Nous avons pensé qu'il était bien, il était nécessaire, il était important, il était temps de créer le parti politique Intelligence Congo Plus. Très bien, le parti politique Intelligence Congo Plus, votre parti politique en gestation. Voilà. Quelles sont les premières motivations qui vous ont poussé à finalement dire non aux anciens partis politiques et d'en créer un tout nouveau pour vous, c'est-à-dire vous et ceux qui croient en cette vision? Voilà, déjà, nous tous, Congolais, nous sommes motivés par le souci de voir les conditions de nos populations être améliorées qualitativement et quantitativement de façon continue. Dans votre introduction, vous avez bien dit que la situation, elle est dégradante, notamment avec la dépréciation monétaire. Alors, nous avons pensé qu'il était aussi important que nous puissions mettre en place une structure beaucoup plus différente que celle qu'on a toujours eue. Voilà, c'était ça notre plus grande motivation. Voilà. Faire les choses différemment, faire les choses proprement et correctement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher professeur. Je vais demander à Derrick de venir ajuster un tout petit peu le micro parce que ça risque d'être un peu difficile. Voilà, alors on va juste prendre la photo de la première ministre parce que c'est elle, hein, on dit qu'aussi elle est économiste. Okay. On va prendre sa photo, le temps pour Derrick d'ajuster votre micro. Cher professeur Hervé Mouniama. Voilà, on va prendre la photo de la première ministre, Mama Judith Toulouka, Souminois. Elle aussi, économiste comme vous. Voilà. Elle aussi, économiste comme vous. Et donc, voilà. Elle aussi, économiste comme vous. Elle vient d'être nommée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, on va y revenir parce que il s'agit de la première ministre économiste comme vous, nommée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
désormais, elle est en train de conduire de réunions, recevoir les acteurs politiques pour la formation du tout nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo. Est-ce que ça sera un gouvernement de technocrates ou ça sera un gouvernement juste de cohésion ou de large union nationale? Alors, on va revenir sur votre parti politique. C'est bien bon aussi que les économistes puissent créer de partis politiques. On va un peu y revenir sur votre parti politique. Monsieur le professeur Hervé Munyama Bakomba. Voilà, c'est ça. On va s'habituer avec les noms. Tout à fait. Très bien. C'est quoi la différence entre Intelligence Congo Plus et les autres partis qui existent déjà? Bon, en fait, la différence, elle est nette. Déjà, nous sommes un parti politique, c'est-à-dire que nous avons le point des similitudes, mais aussi nous avons le point des divergences, c'est-à-dire que les éléments de différenciation. Alors, nous, déjà, la différence, c'est que nous sommes dans une opposition que nous appelons opposition intelligente. Ça veut dire que c'est une opposition constructive, c'est une opposition différente de celle qu'on nous avait toujours présentée, c'est-à-dire que quand le pouvoir dit non, vous dites oui, et vice-versa. Nous, non seulement nous critiquons, mais surtout mieux nous proposons. C'est ça la différence entre nous et les autres partis politiques. Voilà, c'est la différence. Et donc, vous vous positionnez dans l'opposition politique. Tout à fait. Nous sommes des républicains, nous sommes de la droite et actuellement, le parti au pouvoir, l'IDPS, est de la gauche. Donc, nous ne pouvons que être logés dans l'opposition. Très bien, merci beaucoup. Avant d'aller, je veux demander encore une fois la photo de Madame la Première ministre, parce qu'on vient de la faire passer tout à l'heure. Les gens risquent de se poser des questions, mais pourquoi il a fait passer la photo? Il n'a rien dit. Vous êtes économiste et celle qui vient d'être nommée est aussi de votre domaine. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de la nomination de la Première ministre? Déjà, présente comme technocrate. Voilà, déjà, il s'est de préciser que ce n'est pas la première fois que dans notre pays, nous puissions avoir un Premier ministre économiste. Nous avons également eu l'excellence Moussitou. Nous avons eu Matata, donc c'est pas quelque chose de nouveau, voyez-vous. Seulement que déjà je la félicite parce que ce n'est pas facile. La particularité est que c'est la première fois que dans notre pays nous puissions avoir une femme à la tête d'un gouvernement. Mais le contexte, il est tellement particulier. J'ignore les motivations du président de la République, mais comme ça relève de son pouvoir discrétionnaire, je n'ai pas de commentaires à faire. Félicitations à Madame Judith. Et peut-être que nous lui demanderons de ne pas trop, peut-être de se concentrer par rapport à son travail et de ne pas trop aller rendre visite aux gens dans les maisons. Voilà. Ah, vous faites allusion à la dernière visite de Mme Toulouka à l'UDPS et chez Maman Marthe, par exemple. C'est-à-dire qu'actuellement, le pays est dans un contexte assez particulier. Nous attendons de lui déjà très rapidement la formation d'un gouvernement et pour que ce gouvernement puisse se mettre au travail. Les visites, elle a tout le temps pour le faire. Les week-ends, elle peut toujours se rendre dans les maisons des gens, il n'y a pas de souci. Voilà. Elle doit d'abord se concentrer au travail. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, c'est juste une entrée en la matière. On va vraiment aller cette fois-ci dans la thématique de l'émission. Vous observez comme nous la hausse du dollar américain. Je vais tenter d'être le plus clair possible. Moi, je ne suis pas économiste, mais je vais tenter d'être le plus clair possible pour que ceux qui nous suivent attendent quelque chose. Vous vivez, comme moi, la dépréciation. Donc la monnaie nationale perd de la valeur au profit du dollar américain, au profit de la devise étrangère. Si je vous demandais de nous faire un bref aperçu de comment les francs congolais a commencé à perdre sa valeur au profit du dollar américain, vous diriez quoi? Déjà, ici, de préciser certaines choses, parce que les gens ont souvent tendance à confondre dépréciation monétaire et inflation. Voyez-vous? Donc, la dépréciation monétaire, c'est lorsque votre monnaie perd de la valeur face aux devises. Ça va? Nous aussi, notre monnaie est devise face aux autres monnaies. Ça va? Et puis, l'inflation, c'est la hausse généralisée des prix pendant un très long moment.
Maintenant, dans une économie dollarisée comme la nôtre, extravertie, on a tendance à confondre les deux concepts. Pourquoi? Parce que quand il y a dépréciation monétaire, étant donné que notre pays n'est produit quasiment pas, en 1991-92, avec les pillages, on a déchiré les tissus industriels de notre pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une balance commerciale qui est négative parce que nous importons plus que nous n'exportons. Alors, ça fait que quand il faut importer, ce n'est pas avec les francs congolais qu'on achète, c'est avec les devises qu'on achète. Alors, lorsque déjà votre monnaie perd de la valeur, cela aura des effets d'entraînement parce qu'on aura besoin plus on a besoin plus de devises pour aller acheter à l'extérieur. Quand votre monnaie perd de la valeur, c'est qu'il entraîne automatiquement la hausse de prix sur des biens de première nécessité sur le marché. C'est une situation déplorable, mais deux fois, lorsque nous regardons, nous avons comme l'impression, même les grands économistes n'en parlaient quasiment pas. Et pourtant, nous avons une économie dollarisée. À l'époque, le ministre honoraire Nemoyato avait produit un concept, la dédollarisation de l'économie. Je pense qu'il est temps que nous puissions penser à comment faire pour commencer le processus de dédollarisation de notre pays. Monsieur Lokala, ce n'est pas un secret, à moins que vous soyez propriétaire, mais moi je suis encore locataire parce que avec ce que je touche, je n'ai pas encore le moyen de m'acheter une maison. Alors ce qui fait que nous payons le loyer en dollars, tout est en dollars. Voyez-vous, donc c'est regrettable, et c'est connu de tous. Que font les autorités? On peut prendre une décision de façon, par exemple, à obliger que le loyer soit payé en francs congolais. Oui, on va arriver aux parties réservées, à la partie réservée aux solutions à proposer. Je voudrais d'abord savoir les quelques conséquences, parce que depuis 2010, 11, 12, 13, 14, voire même 15, il y avait une stabilité. Tout à fait. Le franc congolais avait encore un peu de la valeur vis-à-vis du dollar américain. Par exemple, à l'époque, 10 dollars américains étaient négociés jusqu'à 9200 francs congolais. Voilà, depuis, le franc congolais continue à perdre de la valeur. Quelles sont les conséquences, quelles sont les causes qui ont fait qu'aujourd'hui, le franc congolais est dans une ligne des pertes de valeur? Les quelques causes qui peuvent éclairer la lanterne de ce qui nous suit. Monsieur Lokala, lorsque le président Fachi arrive au pouvoir en 2018-2019, donc le dollar s'est négocié à 16 000 francs congolais. Exact. Ça va? Moi et toi, nous avons suivi un procès où, dans ces procès, il a été dit clairement que pour financer le programme des 100 jours du président de la République, on a touché aux réserves d'échange. Or, ce programme a coûté 400 millions de francs congolais. 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Ceux qui ont fait les finances avec moi savent que les réserves d'échange constituent ce qu'on appelle les finances à court terme. On ne peut pas prendre les finances à court terme pour financer ce qu'on appelle les immobilisations. Parce que le saut de mouton, les maisons fabriquées font partie des immobilisations. Cet argent aurait servi, par exemple, devait être investi dans ce qu'on appelle les AGR, activités génératrices de revenus. C'est là aller créer de l'emploi. C'est là aller augmenter les recettes fiscales. C'est ce qui n'a pas été fait. Conséquence, c'est que nous allons remarquer que c'est à partir de 2000, c'est après le projet 100 jours, que nous sommes partis des 16 à 20. Voyez-vous? Oui. Et puis, assez souvent, lorsque on se retrouve en difficulté, on recourt parfois à la planche à billets. Technicien que je suis, il faut respecter l'équation Y égale à M fois V. Donc la production qui est égale à la masse monétaire multipliée par la vitesse. Lorsqu'il y a une augmentation de la masse monétaire en circulation, cela ne peut qu'entraîner l'inflation. C'est ça la cause. Il faut une bonne gestion des finances publiques. Voyez-vous, nous avons une économie à prédominance informelle, monsieur Lokala. Ça veut dire que quoi? L'État congolais, là je prends les travaux de monsieur Luzolo, il a estimé que plus de 16 milliards de dollars circulent hors circuit officiel. Permettez-moi la redondance. C'est-à-dire qu'aucune autorité politico-administrative n'est en mesure de remonter la traçabilité de ces fonds. La thésaurisation est exagérée dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de banques aussi. Et même les banques que nous avons, mais elles ne sont pas dans chaque quartier. À Isiro, où moi je suis, vous n'avez que 2 agences. Vous avez Robank, et puis, désolé de citer le nom, et puis... Non, vous pouvez en citer ici. Et puis nous ne sommes pas une chaîne commerciale. Et puis Equity, par exemple. Ouais. Vous voyez quelqu'un qui doit faire des kilomètres pour aller retirer de l'argent. Et lorsqu'il arrive devant les distributeurs, il n'y a pas de connexion.
ça pose problème. Donc les gens vont préférer garder leur argent à la maison et priver les trésors publics des devises. C'est ce qui pose problème. Voilà. Très bien, voilà. Donc ça, c'est ce que vous appelez la thésaurisation. Voilà. En fait, pour les il y a des gens de garder d'énormes sommes d'argent. C'est incroyable. La maison. Nous sommes dans un pays où chaque jour et c'est là qu'il y a eu des déséquilibres sur le marché des chaque jour on se réveille. Comment vous pouvez trouver normal qu'on soit dans un pays où nous avons des sérieux problèmes en termes de réserve de taux de change, mais on dit qu'on a quelqu'un aurait détourné 10 à 15 millions. C'est incroyable. C'est-à-dire, il a détourné ça comment? Des telles sommes doivent passer par des circuits bancaires. Comment une personne peut arriver à détourner ça? C'est-à-dire que cette personne était en détention de... Jusqu'à 40 millions, 60 millions. Incroyable. 100 millions de dollars. C'est incroyable. Je m'excuse de prendre cet exemple. Monsieur Lokala, est-ce que vous trouvez normal qu'on soit dans un pays où on décide de financer un boxeur international? Ces boxeurs devaient... Martin Bacolé. Voilà, il devait livrer un combat. Pour ça, il avait besoin d'argent pour organiser sa préparation. Ce qui est une bonne chose. D'ailleurs, il fait la fierté de notre pays. Bravo à lui et beaucoup de courage à lui. Mais on décide de lui remettre 100 millions de dollars. Ces messieurs a un compte en banque parce que lorsqu'il livre des combats, il est payé comment? Mais nous avons tous été surpris de voir notre grand boxeur avec 100 000 dollars en liquide. De l'argent qui devait être logé dans les trésors publics, dans les comptes, a été remis à une personne. C'est incroyable. En main. C'est incroyable. Alors qu'il a un compte bancaire. Alors qu'il a un compte en banque. C'est incroyable. Et là, après, on se réveille un matin, on s'étonne comment il y a des appréciations monétaires. Parce qu'il y a des gens qui détiennent des sommes importantes dans leur maison. Il faut maintenant mettre en place des politiques pour encourager ces gens à venir loger leurs comptes, leur argent dans les banques. Maintenant, pour ça, il faut quoi? Il faut augmenter le nombre des distributeurs automatiques. Il faut augmenter le nombre d'agences. J'ai été au Maroc, je vous dis, dans chaque quartier, vous avez une agence. Ici, par exemple, la mère, par exemple, si j'ai besoin de faire un retrait, on va commencer à chercher où se trouve l'agence de ma banque. Non, ça ne devrait pas se passer comme ça, raison pour laquelle nous avons cette situation. Donc, il faut mettre en place des politiques pour encourager les gens à décourager la thésaurisation. Voilà. Très bien. Alors, depuis 2020, le dollar aussi n'a pas décoléré. Il continue toujours de prendre de l'avantage sur le franc congolais. Vous pensez que c'est toujours les effets d'avoir touché à la réserve d'échange qui font que jusqu'aujourd'hui, le dollar continue de s'apprécier sur le franc congolais? Mais effectivement, cette réserve d'échange a été touchée. Et pourtant, à un moment, on nous a dit qu'on est à près de 4 milliards. Hein. Mais à l'époque, ce n'était que 1 milliard 500 millions. Aujourd'hui, on est allé à nous dire, si ma mémoire est bonne, jusqu'à 4 milliards de dollars américains. Mais entre-temps, la situation sur terrain n'a pas changé. Écoutez, au-delà du fait que je sois politicien, je suis aussi technocrate. Les chiffres ne montent jamais. Vous comprenez? Alors, lorsque vous dites que vous avez ça, ça va se sentir. Il y aura des... ils ont dit qu'il y avait une réserve de près de 4 milliards de dollars américains. Je ne veux pas. Une réserve plus grande que celle qui a été touchée en 2016. Ce sont les politiciens qui ont raconté. Je ne veux pas les contredire, mais j'ai dit que les chiffres ne montent pas. Lorsque vous avez ces chiffres-là logés dans vos comptes, il y aura des effets d'entraînement. Tout simplement, il y aura des externalités positives. Donc, il ne suffit pas de nous dire que nous en avons, n'est-ce pas? Des fois, il y a une technique en finance qui consiste à quoi? On peut, par exemple, bloquer les salaires des gens juste pour essayer d'avoir des chiffres au vert, tout simplement. On retarde les paiements, on fait une photographie, on dit, voici la situation actuelle. Et puis, on nous dit, ah, vous avez une bonne santé financière, peut-être à court terme, mais pas à long terme. Les chiffres ne montent pas. Vous avez une réserve d'échange à la hauteur de 4 milliards, on va voir les effets sur le marché. C'est-à-dire que d'après vous, si cette réserve de 4 milliards était vraie, les thermomètres, c'est au marché. On aurait constaté le rééquilibrage automatique entre le dollar et le franc congolais. C'est automatique. Et puis d'ailleurs, le fait que même, actuellement, il y a également un paramètre non négligeable. C'est-à-dire que les Congolais ont retiré la confiance qu'ils avaient dans leur propre monnaie. Les gens préfèrent garder les devises. Tout le monde veut se débarrasser du franc congolais. Vous voyez? Donc, parce qu'elles ne valent plus rien. Voilà, elles n'ont pas de valeur. C'est maintenant ça. C'est la raison d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Le franc congolais perd de sa valeur tout le jour. C'est cet élément-là également, M. Lokala, qui fait que, également, qui peut justifier
le fait que la monnaie puisse se déprécier. C'est le retrait de la confiance. Je ne veux pas de ça. Quand on ne veut pas de ça, quand tout le monde ne veut pas de quelque chose, ça perd de la valeur aussi. C'est-à-dire, ça va au-delà seulement de la consommation de la réserve de change. Le retrait. À un certain moment, je voudrais ici... vous savez, nous avons dit dans notre introduction que nous faisons de l'opposition intelligente. C'est-à-dire que nous allons au-delà de critiques, mais quand c'est bien fait, il faut aussi féliciter. Je voudrais ici féliciter à l'époque l'excellence Matata Ponyo, qui avait stabilisé la monnaie. On avait un taux d'inflation à la hauteur de 1%, ce qui faisait que quoi? Ce qui faisait que les Congolais avaient retrouvé la confiance dans leur propre monnaie. J'ai vu des gens être enchantés d'aller ouvrir des comptes en francs congolais. Cette confiance également, c'est un élément très important qu'on enseigne en économétrie. Voilà, qui peut justifier le fait que, puisque cette confiance a été retirée, ça va aussi entraîner la dépréciation. Très bien. Explicable. Voilà. On va aborder la partie solution compromis. Maintenant, que faire? Que faire? C'est un peu, on a déjà connu ce genre de situation au Congo, Zaïre de l'époque. Vous vous rappelez, avec les francs zaïrois, si ma mémoire est bonne, où il y avait des billets qui valaient jusqu'à 1 million. Tout à fait. 6 millions. Et finalement, la situation était intenable. Intenable. Voilà. À ce moment où nous parlons, les dollars continuent toujours. Peut-être demain, après-demain, on apprendra qu'on est à 2800. Tout à fait. 2800 francs, ou soit à 3000 pour un dollar américain. Que faire pour arrêter la montée du dollar américain? Voilà, donc déjà ici, je ne voudrais pas dire que nous avons la solution miracle. Non, mais ce sont des analyses que nous faisons. Effectivement. Peut-être ceux qui gèrent la chose publique peuvent nous attendre et tirer quelques enseignements pour changer la situation. Tout à fait. Loin de nous la prétention d'avoir la solution magique. Tout à fait. Ouais. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je voudrais déjà porter à la connaissance de Madame le Premier ministre Judith. Je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui nous avons une dame. Ça veut dire que nous avons tous été une fois dans une famille. Nous connaissons le rôle de la maman dans une famille. Je viens ici porter à la connaissance de Madame Judith, l'excellence, que depuis maintenant quelques mois, nous, professeurs d'université, nous avons perdu notre pouvoir d'achat. Voyez-vous? C'est-à-dire que quand le président Fachi avait ensemble avec son gouvernement fourni les efforts pour permettre à ce que, après dépréciation monétaire, que les professeurs d'université retrouvent un pouvoir d'achat estimé à 2000 $. Parce que lorsqu'on avait dernièrement, après la grève, après les négociations, on avait demandé à ce qu'on puisse augmenter nos salaires de façon à retrouver l'équivalent en francs de 2000 $. Ça va? Mais c'était à l'époque au taux où le dollar était négocié à 20, c'est-à-dire que 10 $, 20 000 francs. Donc à l'époque où 10 $ s'est négocié à 20 000 francs congolais, le salaire du professeur congolais était l'équivalent de francs de 2000 $. Voilà. Depuis lors, la situation n'a pas changé. Notre salaire n'a pas augmenté, mais la monnaie s'est dépréciée. Aujourd'hui, 10 $ est négocié à 27, 28, vous l'avez dit. Ce qui fait que quoi? Si nous faisons les calculs par respect pour les collègues et les aînés professeurs, je ne vais pas ici donner ce que touche l'approximation. Voilà, donc c'est-à-dire que approximativement, un professeur va jusqu'au dans les 4 millions, 3 millions. Voilà. Donc ce qui fait qu'au taux de vente, cette somme représentait 2000 $. Okay. Bon, maintenant là, que le dollar est passé de 20 à 27, donc nous avons perdu quasiment notre pouvoir d'achat des 519 $. Donc, ce qui fait que vous êtes à peu près 1400, quelque chose comme ça. Ce n'est plus 2000 $. Vous avez perdu plus de 500 $. Voilà, comme voulu par le président de votre pouvoir d'achat. Voilà, comme voulu par le président de la République, parce que le président de la République avait voulu, il a souhaité que la situation des professeurs soit améliorée, ensemble avec son gouvernement. Là, je profite pour remercier tous ceux qui avaient travaillé dans ce sens, l'excellence Moindo, l'excellence Liao, qui à l'époque avec le banc de professeurs, qui avait banc syndical, qui avait réfléchi et qui ont arrêté de cette somme-là. Merci pour ça. Mais nous voulons également leur informer que juste après, la monnaie s'est dépréciée et que nous avons perdu notre pouvoir d'achat de 519 $ américains estimés.
Voilà, donc c'est vraiment, si on pouvait quand même penser, il n'y a pas que nous ici, je ne voudrais pas parler des autres parce que je n'ai pas la maîtrise de chiffres, je ne voudrais pas parler de médecins, je ne voudrais pas parler des magistrats, mais la militaire, des policiers. Voilà, donc la situation est presque similaire dans quasiment tous les domaines. Tous les domaines. Donc il est important à ce que Madame le Premier ministre puisse rapidement mettre en place, proposer un gouvernement, de façon à ce qu'on puisse commencer à travailler, de façon à améliorer qualitativement et quantitativement les conditions de vie des populations. Voilà. Très bien. Alors, pour revenir à ma question, que faut-il faire? Ça concerne le vécu quotidien de tous les Congolais. Pratiquement tous les fonctionnaires de l'État ont perdu de leur pouvoir d'achat. Le gouvernement devrait penser à adapter l'évolution du salaire à celle du dollar américain sur le franc congolais. De solutions économiques pratiques pour arrêter la dépréciation du franc congolais au profit du dollar américain. Dans l'immédiat, nous devons commencer le processus de dédollarisation de notre économie. C'est un processus. Quand nous parlons de la dédollarisation, ça ne veut pas dire que demain, on cesse. Non, c'est un processus. On doit le commencer, n'est-ce pas? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième chose, on doit mettre en place des politiques de façon à décourager la thésaurisation. Monsieur Lokala, comment vous trouvez normal qu'on soit dans un pays? Vous savez que lorsqu'on crée une banque, la réserve obligatoire qu'il faut loger dans le compte de la Banque centrale, à l'époque, c'était 10 millions. Nous sommes passés de 10 à 20, 25 millions. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que celui qui a au moins 40 millions, ça va, peut déjà créer une banque. C'est-à-dire, il constitue cette réserve, n'est-ce pas? Et puis, ensuite, il constitue la réserve des 25 millions, les 15 millions restants, il peut commencer, il peut créer des agences. Comment vous trouvez normal qu'on soit dans un État qui n'a pas de banque publique? Ah, au Congo, il n'y a pas de banque publique? Donnez-moi le nom de la banque publique, la banque de l'État. Moi, je ne sais pas. Donnez-moi le nom, si ça existe, ok, d'accord, nous apprenons chaque jour, ça n'existe pas. Non, ça, c'est la banque des banques, c'est la banque centrale. On appelle ça la banque des banques. Je parle d'une banque commerciale publique. De l'État? De l'État. Il n'y en a plus au Congo. Mais écoutez, comment vous trouvez normal que nous, fonctionnaires, je m'excuse de le dire, que nous soyons payés par des banques commerciales, privées? Ce qui fait que quoi, monsieur Lokala? Peut-être que vous ici, vous êtes seulement à Kinshasa, vous ignorez un peu la situation à l'est, au nord. Nous sommes là-bas. Je prends l'exemple de ceux qui sont à Poko. Dans le Bas-Ouélé. Dans le Bas-Ouélé, un professeur qui travaillerait à l'ISDER à Madi, il a été bancarisé, c'est-à-dire il touche son salaire où c'est? À la Robank. La Robank n'a pas d'agence là-bas. Donc il doit faire 128 km pour aller toucher son salaire à Ision. C'est incroyable. Vous voyez, donc il faut augmenter, nous devons avoir des banques commerciales publiques, étatiques. Ça veut dire que, parce que l'État a suffisamment de moyens, il peut être dans les coins où les banques commerciales privées n'arrivent pas. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Autre chose, monsieur Lokala. Vous savez que la Banque centrale a mis en place, elle a donné un statut à ceux qui changent de la monnaie. Comment on peut trouver normal que dans un pays, dans chaque coin de rue, nous avons quelqu'un qui fait le change? Non. Non. Il existe un document. J'en parle parce que j'avais pris connaissance de ça. Ce sont des éléments que j'ai mis dans ma thèse de doctorat. Il existe un statut de changeur manuel. Il faut avoir un numéro matricule. On ne peut pas autoriser à tout le monde de changer la monnaie. Voilà. Donc, par rapport à ça, ce sont des choses qu'il faudrait. On doit interdire l'échange de monnaie à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le droit. Allez dans des pays sérieux. Vous allez dans des pays sérieux. Vous demandez seulement à X personnes. Vous allez dans une... Oui, parce qu'il n'y a pas de courant ici, nous sommes sous-générateurs, voilà, il n'y a aucune honte. C'est le Congo. C'est notre pays, voilà. On l'aime comme ça. Très bien. Les gens disent... Donc ailleurs, il n'y a pas de jeunes gens ça n'existe pas. Qui changent la monnaie. Ça n'existe pas, il faut interdire cela. Il faut nécessairement interdire. Pourquoi? Parce que, ailleurs, je vais prendre l'exemple d'ailleurs, il y a des bureaux d'échange dans chaque coin de rue, où on a un tableau électronique. Je peux encore demander à mon ami qui se trouve au Maroc de m'envoyer la photo. Les tableaux électroniques. Le taux est fixé par la Banque centrale. C'est comme ça que vous ici, voyez... parfois, le taux n'est pas connu. Hein. Le taux n'est même pas connu. Le taux que vous avez à Lemba n'est pas celui de Gombe. Voilà. Et puis, celui de Gombe n'est pas celui d'ici. Donc, et puis parfois, le taux dépend de où on se trouve. Et puis, nous avons souvent l'habitude de dire ça. En ville, le taux est commis déjà à 28.
Vous voyez, vous êtes à la cité en ville, comme il est à 28. Mais dans la cité, montrez-moi les bureaux d'échange que nous avons dans chaque cité. Ça n'existait pas. Donc, cette autorisation-là, la Banque centrale, je répète, a donné les statuts de changeur manuel. Ce n'est pas tout le monde qui peut changer l'argent. Voilà. Et puis, donc, autre chose, comme j'avais dit que aussi, je crois qu'au début, j'avais parlé de ça. Il faut, par exemple, interdire à ce que certaines choses soient payées en dollars, notamment le loyer. On peut dire payer l'équivalent de, mais ça doit se faire en francs congolais. Monsieur Lokala, vous négociez avec votre bailleur. Il vous dit, vous payez un loyer de, par exemple, j'ai dit de bêtises, $200. Vous venez avec... Mettez-vous correctement tout droit. Donc, vous venez, vous lui remettez de l'argent, il vous dit, non, c'est à tel taux. Tu lui dis, mais non, mais au coin donc les bailleurs fixent même le taux. Mais, effectivement, vous lui dites, non, mais c'est à tel taux. Il vous dit, non, ok, d'accord, si vous ne voulez pas ces taux-là, ramenez-moi seulement les dollars. Donc, aujourd'hui, vous irez encore chercher les dollars au taux des 29 ou au taux des 30, puis venir lui donner les mêmes dollars qui va après changer au taux des 27. Vous trouvez? Donc, c'est-à-dire que c'est très compliqué, très complexe. Mais ça doit commencer. Nous devons commencer le processus de dédollarisation de notre économie. Donc, en conclusion, la politique monétaire du Congo est très faible. On peut dire ça. Comment on peut dire? On peut dire ça. On peut dire Vous ça. évitez le mot, hein? Non, mais bon, j'ai dit qu'on peut dire ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse l'objet. Parce que si nous étions dans un état normal, tout ça ne serait pas décrié. Hein? On n'aurait pas des gens qui garderaient beaucoup d'argent à la maison. Autre solution. Qui font la monnaie au coin des avenues. On n'aurait pas des taux qui sont différents. Les taux seraient uniques. Et à travers toute l'étendue du territoire national. Par exemple, le taux que vous avez à Kinshasa, ici, ce n'est pas celui d'Issiro. Vous venez d'Issiro, de Utuele, particulièrement. Est-ce que le taux d'ici est semblable à celui de là-bas? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui explique ça? Ça fait partie des indices qui prouvent que la politique monétaire du Congo, à mon humble avis, est faible. Par-dessus tout, partager cet avis. Hein. Par-dessus tout, obligé de toutes les façons. Par-dessus tout, nous devons rabibocher les tissus industriels de notre pays. C'est la solution magique. On a pris 400 millions. On a financé les immobilisations. On n'a pas investi dans les AGR. Combien d'industries on a construit, on a créé avec ça? Zéro. On a vu un procès avec 57 millions et autres. Mais on aurait pris cet argent au lieu d'investir dans les maisons préfabriquées. Il fallait investir dans les AGR. Cela aurait eu comme conséquence la baisse du taux de chômage, l'augmentation des recettes fiscales. Vous voyez, donc notre pays a un problème. Nous devons maintenant se mettre, réfléchir, proposer des choses de façon à améliorer les choses rapidement. Très bien. Le président Tshisekedi a promis au cours de ce quinquennat de créer 6 400 000 emplois en 5 ans. Est-ce possible? 6 millions, vous avez dit? 6 400 000. Ça veut dire que chaque année, il doit créer au moins 1 200 000 d'emplois. C'est possible, oui, mais c'est question de volonté. C'est question de volonté. Il doit être bien entouré. Et il doit être entouré des technocrates, des gens qui sont là pour l'aider, effectivement. Je suivis, il a dit qu'il avait compris que cette fois-ci, il allait faire mieux. Nous attendons. Très bien, merci beaucoup. Voilà, on va prendre la deuxième partie de cette émission parce que nous allons très très vite. Il fait très chaud ici, on n'a pas du courant. La situation de l'Est, vous particulièrement, vous enseignez à l'université d'Issiro, dans le Utuele. C'est l'université de Louélé. Qui se trouve à Issiro. Qui se trouve à Issiro, l'une des provinces démembrées de la Grande Orientale, l'ancienne province orientale. D'ailleurs, c'est ici l'occasion de rappeler que l'ancienne province orientale a sorti les provinces de la Chopo, les provinces de l'Ituri, la province de Bazuele, Utuele. Tout à fait. Voilà, la Chopo, les chefs-lieux c'est Kisangani, Bazuele c'est Buta, et puis Utuele c'est Issiro, Ituri c'est Bunia. Voilà, je maîtrise un peu les provinces de notre pays et les grandes villes. Félicitations.
Vous venez de l'Est du pays. Nord-Est, vous êtes, précisément. Nord-Est, c'est une partie. Vous êtes économiste. Je posais une grande problématique dès l'entame de cette émission. Beaucoup de Congolais réclament à corps et à cri la fermeture des frontières. Parce que nous sommes en face d'une agression, dans une situation d'agression, où nous sommes agressés par un pays voisin, ou deux pays voisins, principalement le Rwanda et l'Ouganda. Et depuis lors, beaucoup de Congolais estiment qu'il faut fermer les frontières qui nous séparent avec ces deux pays agresseurs. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a des raisons économiques qui font que jusqu'à aujourd'hui, pour lesquelles il ne veut pas fermer les frontières de cette partie de l'Est, malgré l'agression? Déjà, avant de donner des éléments sur le plan économique, je voudrais ici répondre à cette frange de la population qui pense qu'il faut fermer les frontières. Ce n'est pas la bonne solution. On peut être en guerre avec un pays voisin, continuer à échanger. C'est possible. Donc, il y a les Ukrainiens qui continuent de fréquenter la Russie et vice-versa. Donc, c'est possible. Fermer les frontières, c'est une solution complaisante, je dirais. Elle est une solution complaisante parce que celui qui dit ça, il ne maîtrise pas la situation. Je vais vous prendre l'exemple de deux provinces, parce que la province du Haut-Tolé et celle de l'Itourie, je maîtrise parce que je vis là-bas. Vous savez que la province du Haut-Tolé, elle est totalement dépendante des Kampala. De l'Ouganda des Kampala. Voilà, ça veut dire que même... Totalement, quand vous dites totalement dépendante des Kampala, ça veut dire quoi? Voilà, je vais donner des éléments. Ouais. Vous savez que l'eau que nous prenons, l'eau en plastique comme ici, je vois de l'eau qu'on nous vend sur le boulevard. L'eau que nous prenons nous vient de Kampala. L'eau que vous consommez à Nisiro, la meilleure eau que nous consommons vient de Kampala. Je vous dis, ça vient de Kampala. Je pouvais même citer le nom de la marque. Oui, vous pouvez citer. Rwenzori. Rwenzori vient du Kampala. Voilà. Et puis, nous avons un Congolais qui a essayé quand même de faire quelque chose. Je crois que c'est Bécasse. Il a essayé de faire quelque chose, mais il n'arrive pas à distribuer cette eau dans tous les territoires. Mais l'eau qui arrive dans tous les territoires, cette eau nous vient de Kampala. Les habits que nous portons nous viennent de Kampala. Les habits que les meubles d'ici portent viennent de Kampala. Le meuble vient de Kampala. Le meuble? Je vous dis. Les architectes, si vous voulez avoir une belle architecture, il faut importer ça de Kampala. C'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, ici, nous avons réfléchi. Là, j'en profite pour féliciter mon aîné, le professeur Masuki, qui a réfléchi, qui a proposé l'Institut supérieur technologique d'Isiro, où on forme des architectes, on forme des ingénieurs en bâtiment, travaux publics, c'est qu'on n'avait jamais. C'est nouveau. Vous voyez, donc depuis tous ces temps-là, les architectes nous venaient de Kinshasa ou encore de Kampala. Les architectes, les ingénieurs formés. Donc, je pense qu'avant de prendre de telles décisions, ça doit faire l'objet d'une étude préalable. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire les choses, il ne faut pas dire les choses pour plaire, tout simplement. On dit les choses pour plaire parce qu'on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Le président de la République lui-même avait dit que nous sommes le Congo, nous n'avons pas de problème avec les Rwandais ou les Ougandais. Nous avons un problème avec un régime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être ennemi, demain, on peut être ami. Et puis voilà. Donc, je pense que prendre ces décisions asphyxierait l'économie de ces deux provinces-là, Haut-Tolé et Ituri. Ah oui, ça, voilà. C'est une réalité qui échappe à beaucoup de Congolais. Et même le Bazouélé. Et même le Bazouélé. Donc, prenez ces décisions. Bazouélé, Haut-Tolé et l'Ituri. Je vous dis, dépendent presque totalement de l'Ouganda, voilà. Principalement les gens de la ville de Kampala. Les gens doivent comprendre une chose. Nous sommes éloignés de Kinshasa. Ça va? Ouais. C'est à Kinshasa qu'on a les industries. Nous sommes éloignés. C'est comme ça que le président de la République, je voudrais le féliciter pour ça. Il a réfléchi, on est en train de construire la route qui va faire Kisangani, Isiro, Ituri et puis autre chose. Ça va? Et puis Bukavu. Oui. Voilà. Donc, ce qui va permettre à ce que ces provinces-là soient approvisionnées par Kinshasa. Parce que ça va passer par Kisangani et ainsi de suite. Les gens ignorent un peu la situation de l'Est et du Nord-Est. Nous sommes éloignés de Kinshasa pour être approvisionnés, mais nous sommes proches. Nous sommes très proches de Kampala, là où il y a les industries.
Pour un commerçant, de façon beaucoup plus simple, il serait facile pour lui de s'approvisionner à Kampala. La distance est le moindre. Qu'à Kinshasa, où la distance elle est importante. Donc nous avons intérêt à améliorer nos relations avec Tout à fait, nous avons intérêt. Ces pays, l'Ouganda, pour le besoin de la situation économique de nos entrepreneurs. Voilà. Monsieur Lokala, je voudrais vous donner un exemple. Ouais. Vous savez que ceux qui vivent dans les frontières comprendront facilement ce que je suis en train de dire. J'ai suivi mon aîné Barnabé raconter ça. Voilà. Lui, il a dit qu'il était pro-Rwanda, pro-Kampala et pro-Kagame. En tout cas, je ne sais pas commenter ce qu'il dit. Ça c'est lui. Mais la situation dans les frontières, c'est quoi? Mais il a abordé la même il a fait pratiquement la même analyse que vous. C'est parce que nous vivons là-bas. La situation dans les frontières, c'est quoi? C'est-à-dire que je peux vivre ici, mais travailler de l'autre côté. À Kampala ou à Kigali. Voilà. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, comme dit, je vais emprunter le propos de Barnabé, il dit, je peux aller draguer là-bas, n'est-ce pas? Et puis, après plusieurs mois de relation, on peut avoir un enfant. Ça dit, cet enfant a des parents congolais, mais avec une mère rwandaise ou ougandaise. Ça dit que cet enfant a des oncles ougandais, rwandais. Chaque semaine, ce qui n'est pas un problème. Ce qui n'est pas un problème, ce qui n'est pas un péché. Alors, ça veut dire que quoi? Chaque semaine, cet enfant reçoit un M-Pesa de ses oncles, de l'Ouganda ou du Rwanda. Et puis, vous lui dites, non, ce ne sont pas vos frères. Il faut fermer les frontières. Comment cet enfant va se départager? Non, je pense qu'on doit améliorer nos relations avec nos voisins, mais surtout, nous devons rabibocher les tissus industriels de notre pays, ce qui va faire à ce que nous puissions améliorer notre positionnement. Nous avons un positionnement ridicule, monsieur Lokala. Ce positionnement ridicule fait que, sur le plan international, quand ces pays-là parlent, nous, on doit se taire. Parce que qu'est-ce que vous proposez? Dites-moi, qu'est-ce que nous proposons? Donnez-moi les noms des entreprises congolaises. Les noms des entreprises congolaises dont le propriétaire sont des Congolais qui s'internationalisent. Elles sont au nombre de combien? Donnez-moi les noms des entreprises congolaises avec les propriétaires congolais qui ont plus de 50 ans, privés. Ça pose un problème. Le problème, il est profond. Même les entreprises publiques, normalement, devaient déjà déclarer faillite. Elles ne sont pas compétitives. Vous voyez, le jour où on a seulement libéralisé les secteurs des assurances, la SONAS a commencé à trembloter. Non, nous demandons au président de la République des sursoirs. Or, ça fait depuis sa création, la SONAS jouissait du monopole dans les secteurs des assurances. Vous comprenez? Donc, il y a un problème dans la gestion de la chose publique. Un véritable problème dans la gestion de la chose publique. En tout cas, avec un peu plus de recul, il y a des impératifs qui font que la situation sécuritaire dans la partie Est est devenue de plus en plus complexe. Si vous comprenez maintenant, monsieur Lokala, pourquoi j'avais dit qu'il était important que Madame Judith, l'excellence, le Premier ministre, puisse commencer à travailler et non aller visiter les gens dans les maisons. Oui, il y a des problèmes pour lesquels il faudrait qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse faire des propositions de façon à ce que le Congolais, pas seulement les Congolais de Kinshasa, parce que j'ai comme l'impression que quand on prend des décisions, lorsqu'on mesure les niveaux de vie des Congolais, on les fait seulement avec les Congolais de Kinshasa, pas avec les Congolais de Kabea Kamwanga, pas avec les Congolais de Pau. Je peux vous montrer ici. Monsieur Lokala, vous serez étonné, dans mon téléphone, j'ai les images d'un restaurant de luxe à Voubé. À Voubé? Dans le Haut-Tuélé. À Voubé, dans le Haut-Tuélé. Mais je vous dis, vous allez... Non, je peux vous montrer, monsieur Lokala. Vous auriez pu m'envoyer ces images bien avant. Je vais vous envoyer, vous allez présenter. Les montrer, ouais. Parce que j'ai fait... Vous pouvez me les envoyer, je vais même tweeter, voilà. Mettre sur les réseaux sociaux. J'ai fait un voyage. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces restaurants? Non, c'est tout... C'est la saleté. Oh. C'est la crasse. Mais j'étais obligé de manger. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire le voyage en moto. J'ai quitté Isiro pour Kisangani. J'ai dit, je voudrais bien découvrir. Alors, on a combien de temps? J'ai fait 2 jours. 2 jours, oui. 2 jours. Donc, on a quitté Isiro. On s'est arrêté à Nyanya. Nyanya, c'est le carrefour. Hein. Ça prend 3 provinces. Kisangani, non, Ochopo, Haut-Tuélé et puis Itoré. Et je me suis arrêté. Le motard m'a dit, prof, on doit manger.
et j'ai dit, oh, non, ici c'est le meilleur restaurant. J'étais curieux, j'ai dit, ah, vous, je voudrais bien voir. Et quand j'ai vu, j'ai regretté, mais j'étais obligé de manger parce que comment j'allais faire le voyage sans manger? C'est terrible. C'est terrible. Donc, ceux qui nous dirigent doivent comprendre que le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. Il faut aller là-bas. Il faut aller. S'ils veulent, on peut leur balancer des images. J'ai des images un peu partout parce que moi, je voyage. Je suis parmi ces professeurs qui acceptent. Bon, c'est peut-être par rapport à mon âge, je suis encore jeune. J'accepte d'aller dans le fin fond. Monsieur Local, est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des endroits où quand vous arrivez, on vous dit, les étudiants vous disent, depuis qu'on a créé cette institution, c'est la première fois qu'on soit enseigné par un professeur. Mais il y a une forte concentration des professeurs ici. Vous êtes à 4000, hein? 4000, ouais, 4000 estimés à 4000. Dans notre pays, vous savez qu'on n'a toujours pas les chiffres exacts, c'est toujours des estimations. La population est estimée. À l'intérieur du pays? Mais il y a maintenant la moitié de professeurs, la moitié du total, dans les grandes villes. C'est à Linikin. Et puis les autres sont dans les grandes villes. Mais allez dans les fins fonds. Il y a des institutions qui sont gérées même par les assistants parce qu'il n'y a pas de professeur. Quel est ce professeur qui va accepter d'aller dans les fins fonds? Il y a des noms. Non, je vous dis non. Je vais vous envoyer des photos, mes photos, dans des endroits où vous allez regretter comment j'accepte d'aller. Dans les auditoires, vous avez quelques photos des auditoires? Non, là encore, c'est pire. Je préfère ne pas vous envoyer ces photos parce que je préfère peut-être l'environnement, oui, mais dans les auditoires, j'ai beaucoup de respect pour ces professeurs qui gèrent ces institutions avec beaucoup, sans financement, mais ils acceptent. Et quand même. Voilà. Ouais, on n'a pas de frais de fonctionnement généralement. Très bien. Vous suivez la politique parce que vous êtes aussi acteur politique. On vient d'assister des élections. On vient des élections. On ne va pas y revenir sur les conditions de l'organisation, on en a beaucoup parlé ici. Mais vous êtes professeur scientifique. Lorsque vous regardez le Sénégal aujourd'hui, quelques jours après les élections, presque tous les animateurs des institutions sont installés et travaillent. Alors que chez nous, au Congo, chez vous et chez moi, le Premier ministre n'est pas en fonction. La Première ministre nouvellement nommée n'est pas en fonction. Le cabinet du président de la République n'est pas renouvelé. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est pas encore installé et on ne connaît même pas le jour où il sera installé définitivement. Le gouverneur des provinces ne sont pas encore élus. Peut-être qu'ils le seront à la fin de ce mois. Les sénateurs mêmement. Donc, on a un pays totalement bloqué, mais qui a organisé des élections bien avant le Sénégal. Lorsque vous comparez ces deux pays, vous dites, nous les Congolais, on est des extraterrestres où on a notre propre façon de concevoir le fonctionnement de l'État. Dit-on que vous avez honte d'être Congolais? Non, même pas. Je ne peux pas avoir honte d'être Congolais. Vous savez, je vous ai dit ici dans l'introduction que aussitôt j'avais fini mes études au Maroc, j'ai décidé de rentrer servir mon pays. Donc, je n'ai nullement de honte et je m'assume Congolais. Je n'ai pas double nationalité comme certains. Je n'ai que ma nationalité. Mon seul passeport, c'est le passeport congolais. Très bien. Dit-on, comparaison n'est pas raison. Je ne voudrais pas ici... Rapprochement. Je voudrais pas... On rapproche. Bon, disons, excusez-moi, voilà. Je reçois pour vous Hervé Mouniama Bakomba. Voilà. La Longoli comparaison. Je mets une étude comparative. Voilà. Je vous amène dans votre champ. J'apprécie cette Faisons une étude comparative entre la démocratie, les fonctionnements de l'État sénégalais et celui de l'État congolais. Êtes-vous fiers d'avoir les dirigeants qui nous dirigent lorsque vous voyez qu'après les élections, le Sénégal a déjà ses animateurs tous installés et travaillent, alors que chez nous, nous n'avons pas d'animateurs qui travaillent. Et pourtant, la situation du Congo est extrêmement grave. Voilà, donc vous avez demandé à ce qu'on fasse une étude comparative. Je voudrais ici également prendre l'exemple de la Belgique. À un certain moment, le Royaume de Belgique avait fait 6 mois sans gouvernement. Et pourtant, ils avaient de l'eau, de l'électricité, à manger. C'est-à-dire le minimum de la vie était réuni. Tout à fait. Ce qui n'est pas semblable à la situation du Congo. Tout simplement parce que dans notre pays, nous avons encore les systèmes de hommes providents. C'est-à-dire quand il n'est pas là, rien ne marche. Quand il n'est pas là, rien ne peut se faire. Il faut mettre en place, il faut dépersonnaliser la gestion, voyez-vous. Donc de façon à ce que, même si, parce que
les contextes n'est pas les mêmes. Nous sommes dans un pays où, pour avoir un gouvernement, il faut des négociations et des négociations. Donc, ça veut dire que si on avait mis en place un système dépersonnalisé, on allait continuer les pays allaient être gérés, même si les animateurs sont absents, comme c'était le cas en Belgique il y a autrefois. Mais le problème, c'est quoi, M. Lokala? Le problème, c'est... En quoi sommes-nous différents du Sénégal? C'est ça même. Ouais. C'est ça même. Je pense que le Sénégal doit être à sa 3e alternance. Si il y avait déjà à l'époque Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall de l'opposition, et puis maintenant vous avez Diomaye, le nouveau président. Le nom m'échappe encore. Je n'ai pas encore retenu. Donc vous allez voir que c'est la 3e alternance. Donc le Sénégal a un peu plus avancé par rapport au Congo. Le Congo, c'est la toute première alternance. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est parce que, tout simplement, les animateurs sont égoïstes un tout petit peu. Voyez-vous? Mais on avait nommé un informateur. Il a fini son travail. Aujourd'hui, je pense que tous les regroupements et partis savent déjà, avec tel nombre de députés, nous aurons... leur quota au gouvernement. Voilà, tout à fait. Il suffit tout simplement de communiquer des noms. Mais qui va travailler? On a vu Sonko accepter à ce que son disciple puisse les remplacer parce qu'il n'avait pas la possibilité de se présenter. Est-ce qu'aujourd'hui, je m'excuse de citer des noms, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, l'excellence Bahati, l'excellence Kamere, l'excellence, comment il s'appelle, l'excellence Boussa, il a un parti où il n'y a que lui qui est ministre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes? C'est ça, c'est là où ça bloque dans notre pays. Donc, si lui n'est pas ministre, personne d'autre ne peut l'être. Personne ne peut être ministre. C'est ça où ça pose problème. Ça pose problème. Il faut satisfaire tout le monde. Déjà là, il s'est posé un problème. Le gouvernement aura combien de ministères? Il y en a qui pensent que 45, c'est peu. Il faudrait aller jusqu'à 50. À 60 même. À 60. On va créer des ministères, des facettes tout simplement, parce qu'il faut satisfaire les politiciens. Voilà, on a longtemps parlé de changement de mentalité. Mais moi, je pense qu'il faut maintenant que nous puissions parler de la mentalité du changement. Parce que si vous n'avez pas la mentalité du changement, vous n'allez pas changer votre mentalité. On doit maintenant se pencher sur la mentalité du changement. Voilà, accepter que ça ne soit pas local, que ça soit autre personne. Et puis on avance. Pourquoi ça bloque? Pourquoi? Là encore, vous avez parlé de l'Assemblée nationale, il faut prévoir un ticket gagnant. Qui a parlé des tickets? Pourquoi les tickets? On doit identifier les personnes par rapport à leurs compétences. Et puis voilà. Pourquoi ne pas laisser aussi tout le monde compétir et voilà. ceux qui désirent devenir président de l'Assemblée nationale compétir plutôt que d'imposer un ticket. C'est ça le problème. On veut imposer, on attend à ce que... Alors, il y a des gens qui sont en train de démarcher pour qu'on puisse être... qu'on soit sélectionné dans les tickets gagnants de l'Union sacrée. Ça bloque maintenant. Ça bloque le pays. On pouvait laisser qui veut devenir président de l'Assemblée nationale. Les gens se désignent et puis quel est le meilleur gagne, par exemple. On doit avoir cette mentalité du changement. Voyez-vous, il faut avoir cette mentalité du changement. Voilà. Très bien. On est arrivé à la fin, malheureusement. Ça fait 1 heure que nous sommes en train d'échanger. Je n'ai pas vu l'heure passer. Très bien. Bon, avant de vous donner le mot de la fin, professeur Hervé Mouniama Bakumba, cette fois-ci, je suis arrivé correctement à prononcer votre nom. Il y a une fausse ou une vraie polémique sur l'absence du président au pays. Vous trouvez de quel côté? De ceux qui veulent connaître où se trouve le président de la République ou de ceux qui disent, voilà, on s'en fiche de son absence au pays? Déjà, moi, très rarement, je conjugue le verbe polémiquer. Donc, je ne voudrais pas aussi polémiquer. Ça ressemble un tout petit peu, je vais faire une métaphore, à la situation d'un papa qui sort le matin. Généralement, le président de la République a l'habitude de voyager. Donc, c'est comme tout parent qui, chaque matin, qui a pris l'habitude de sortir. Et puis, des fois, les enfants demandent, le papa informe, je pars au travail. Des fois, les enfants ne demandent même pas. Je vais prendre le cas où les enfants ne demandent pas. Mais quand le papa rentre du travail, rentre de là où il était parti, je pense que les enfants attendent plus les solutions. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas où il est actuellement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il va nous ramener. J'aimerais que quand il va rentrer, qu'il ramène la mallette de solutions. La mallette de solutions de
les niveaux de vie de Congolais. S'il est parti pour nous ramener une quantité importante de devises, pourquoi pas qu'il nous ramène la solution de la question du M23, la question de la sécurité, peu importe là où il peut, même si c'est en enfer, ça ne me dérange pas, mais qu'il rentre avec cette mallette de solutions. C'est là où moi je suis regardant, pas là où il se retrouve en ce moment. Très bien, on en a fini. Alors, un petit mot de la fin, lorsque vous regardez le Congo dans tous les secteurs, sécuritaire, politique, économique, social, religieux, en tout cas dans tous les secteurs, vous pensez que le Congo va où? Le Congo se dirige vers l'enfer. Le Congo se dirige vers l'enfer. Voilà. Que faut-il faire? Il faut commencer par s'arrêter et il faut rebrousser chemin. Quand vous prenez une mauvaise direction, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord s'arrêter, n'est-ce pas? Il faut changer de direction, carrément, rebrousser chemin, revenir sur ses pas. On doit revenir sur nos pas. Voilà. Est-ce que ceux qui conduisent le Congo, parce que ont cette conscience que nous dirigeons tout droit vers l'enfer? Je pense qu'ils vont suivre l'émission, ils sont informés. D'après vous, lorsque vous les observez? J'ai dit qu'ils vont suivre cette émission certainement, qu'ils soient informés à ce que la direction que nous avons prise n'est pas la bonne. Il est temps de s'arrêter, de rebrousser chemin et de prendre une autre direction. Très bien, un petit mot de la fin. Je vous remercie, M. Lokala. Vous êtes une personnalité que j'apprécie beaucoup. J'ai l'habitude de vous suivre. Et je voudrais ici informer à ceux qui nous regardent que nous avons décidé maintenant de mettre en place notre structure que nous appelons Intelligence Congo Plus. Votre caméra, c'est ici. Voilà, donc merci. Tous ceux qui pensent que ce que nous sommes en train de faire est très bien, nous sommes très ouverts. Venez, on va ensemble lutter. Très bien, on espère un Congo meilleur dans un avenir très proche. Très bien. Et d'ailleurs, nous parlons du Congo émergent à l'horizon 2040. C'est possible, mais il faut commencer à travailler maintenant. Vous avez des ambitions? Tout à fait. À tous les niveaux? Je vous dis, je suis présidentiable, je suis ministrable. J'ai les diplômes qu'il faut. On a tous vu le profil défini par la CENI. Monsieur Lokala, je suis professeur d'université, j'ai un PhD, c'est-à-dire que j'ai rempli les conditionnalités. Je suis entrepreneur, je vous dis. Donc, je suis présidentiable, mais ce n'est pas encore le moment. Je prends mon temps. Il faut un temps d'apprentissage. Voyez-vous, par exemple, aux États-Unis, souvent, ceux qui deviennent président commencent d'abord par les Sénats. Donc, il faut un temps pour apprendre, malgré les connaissances que j'ai. Mais je pense que pour le moment, je dois encore apprendre certaines choses. Et puis voilà, le temps viendra. Peut-être qu'en 2028, s'il y a élection, 30 ou peut-être 35, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour le moment, nous sommes encore en train de faire notre chemin. Nous apprenons. On n'est pas pressés, mais nous sommes prêts. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Lokala. Je recevrai pour vous le professeur Hervé Mouniama Bakomba. Il enseigne à l'université de Louélé au niveau de Isiro, dans la province du Haut-Ouélé, l'une des provinces démembrées de l'ancienne province orientale. C'est un docteur en sciences et de gestion, spécialisé finance, audit et contrôle. Aujourd'hui, expert comptable et entrepreneur DG de AMH26 Tiger DRC. C'était lui, l'invité de Patrick Lokala. Habituez-vous désormais avec des contenus un peu plus vers l'économie, parce qu'on vous a beaucoup habitué avec les contenus politiques. En tout cas, si vous avez des contenus politiques mélangés avec des contenus économiques, vous aurez vraiment une idée de comment la République démocratique du Congo est gérée. À ce moment-là, vous comprendrez qui est à sa place et qui n'est pas à sa place. Nous avons échangé sur la situation de la dépréciation du franc congolais au profit du dollar américain. Et nous sommes allés aux conséquences. Les conséquences, c'est que beaucoup de Congolais ont perdu leur pouvoir d'achat, notamment les enseignants. Les enseignants qui, à l'époque où le dollar américain, $1 s'est négocié à 2000 francs congolais,
un professeur d'université touchait à peu près 2000 dollars américains. Depuis lors, le dollar a évolué jusqu'à 28 aujourd'hui, c'est-à-dire 2800. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout calcul fait, un professeur d'université a perdu plus ou moins 500 dollars de son salaire d'il y a quelques années. Ce qui fait que le gouvernement de la République devrait adapter le salaire de ses fonctionnaires à l'évolution de la situation de la dépréciation du franc congolais au profit du dollar américain. Nous sommes allés à vous démontrer l'importance qu'il y a d'avoir de bonnes relations avec les pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, parce que les provinces de l'Est, Nord-Est, ici particulièrement, nous avons démontré que les provinces de Bazouélé, Utuélé, Ituri dépendent totalement de l'Ouganda, de l'eau, des habits, des architectes et beaucoup d'autres choses viennent de Kampala parce que ils sont déconnectés de Kinshasa. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle nous avons estimé que le gouvernement congolais est incapable de fermer les frontières. Même chose pour les provinces du Sud et du Nord Kivu qui, elles aussi, dépendent soit de Kigali, soit de Kampala. Donc, voilà l'importance qu'il y a d'avoir de bonnes relations avec ces deux pays et qu'eux aussi comprennent l'urgence, l'importance d'avoir de bonnes relations avec nous. C'est un peu des analyses partagées. Presque tous nos analystes s'accordent sur ce fait-là, que ce soit Barnabé Milingano, Ale Chamav que je vais recevoir dans les jours à venir, le professeur Hervé Mouniama que je viens de recevoir et tant d'autres partagent cette analyse. Donc, voilà un peu en résumé. Et puis, voilà, nous avons chuté par peindre un tableau sombre de là où va le Congo. Le Congo a pris une mauvaise direction. Il va falloir que ceux qui nous dirigent s'arrêtent pour changer la direction du pays. Encore une fois, merci, monsieur le professeur Hervé Mouniama. Voilà, j'ai résumé l'émission. Merci beaucoup. L'émission a été réalisée par Derek Louké-Balemaïs. Je suis Patrick Lokala. Si vous l'avez apprécié, allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.